L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à la fin d'une époque avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Et à la régie, nos amis Philippe Sinclair et Benjamin, que nous remercions. Et donc, effectivement, nous poursuivons notre enquête à partir de l'éclairage que Philippe Solers donne sur l'époque qui vient de s'achever avec, hélas, sa disparition. Et nous nous intéressons aujourd'hui au changement d'époque, le changement d'esprit du monde, n'est-ce pas, comme disait Hegel, en suivant toujours quand même, comme fil d'Ariane, la trajectoire de Philippe Solers, puisqu'il était en même temps écrivain, penseur, artiste. Et donc, nous savons qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a le nouveau déséquilibre mondial, comme disent des politologues, et les géopolitologues, qui a remplacé l'équilibre des grandes puissances, largement dominé d'ailleurs par les puissances occidentales, mais aussi des bouleversements intérieurs, avec ce qu'on lit partout, la crise de la démocratie. Et donc, après d'ailleurs la chute du nazisme en 1945, la chute du communisme en 1989 avec l'effondrement du mur de Berlin, eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire, comme l'avait prophétisé à tort Francis Fukuyama, mais au fond, c'est une transformation qui conduit pour beaucoup vers le repli, la segmentation de blocs nouveaux, quand la culture démocratique marque le pas. D'ailleurs, on peut signaler que dans la liste des démocraties complètes, eh bien, la France vient récemment, à partir des enquêtes anglo-saxonnes, il faut quand même le souligner, et avec peut-être une petite dose de mauvaise foi, mais de reculer et d'occuper seulement la 24e place. Elle n'est plus une démocratie complète, elle est une démocratie imparfaite. Alors, pour, au fond, ouvrir notre réflexion sur ce changement d'époque et le bilan d'une époque, eh bien, nous écoutons là encore un texte de notre ami Philippe Solers qui est consacré à Venise dans son merveilleux discours amoureux de son dictionnaire amoureux de Venise. Et nous vous écoutons, cher Alexis. Qu'est-ce qui empêche le narrateur d'aller enfin à Venise? Et au fond, qu'est-ce qui nous empêche de découvrir la vraie Venise intérieure, celle de notre langage personnel? Les passions, mondanité, snobisme, cruauté, manie sexuelle, mensonge, envie, jalousie. Bref, le monde. Or, Venise est un monde au sein d'un monde. Elle fait signe vers ce qui, en nous, est inaltérable et ne passe pas. On se trompe en croyant que la religion de la beauté sature la question métaphysique. La beauté, Proust y insiste, pointe vers une vérité supérieure, préférable à la vie elle-même. La découverte du temps retrouvé, qui permet d'écrire et de justifier toute la recherche, rend la mort indifférente. C'est Venise, oui, mais transsubstantiée dans le verbe, d'où au cours du récit les intermittences de Venise qui aboutissent à un psaume surveillé. À chaque midi, quand ma gondole me ramenait pour l'heure du déjeuner, souvent j'apercevais de loin le châle de maman posé sur sa balustrade d'albâtre avec un livre qui le maintient contre le vent. Et au-dessus, des lobes circulaires de la fenêtre s'épanouissaient comme un sourire, comme la promesse et la confiance d'un regard ami. Une fenêtre. Et si j'ai pleuré le jour où je l'ai revue, c'est simplement parce qu'elle m'a dit « Je me rappelle bien votre mère ». La mère de Proust est morte depuis longtemps et permet au narrateur d'entrer enfin dans son rêve éveillé de Vénitien, c'est-à-dire dans la grande finale triomphant de son écriture. La seule femme célébrée à Venise est donc la mère au baptistère, cette mère juive adorable, elle-même encastrée dans sa propre mère. Philippe Solers, Dictionnaire amoureux de Venise, aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Alexis. Vous l'avez compris, n'est-ce pas, ce texte est une réflexion sur le passage très connu de la recherche où Proust parle de Venise. Mais comme tant d'écrivains, et d'abord comme Proust, n'est-ce pas, largement cité, donc, Philippe Solers lui-même s'est enraciné, n'est-ce pas, dans pays, paysages, je ne dirais pas paysans, qui ont été ses terres d'élection, notamment Bordeaux, nous en avons parlé la fois dernière, où il est né, mais aussi l'île de Ré, n'est-ce pas? Bordeaux était sa ville natale, mais l'île de Ré, c'est ça en quelque sorte sa cité conjugale. Il disait que Julia en était la reine, mais également Venise, qui est sa ville d'élection.
Pourtant, chez lui, n'est-ce pas, il ne s'agit pas, avec tous ces pays, ces paysages, il ne s'agit pas de l'aternement pas, n'est pas du maréchal Pétain. Il ne s'agit pas non plus de l'internement de l'autochtonie, n'est-ce pas, comme le paysan Swab Heidegger, que pourtant il a défendu. Non. Eh bien, il s'agit de toute autre chose, puisque pour Philippe Solers, comme pour son épouse, n'est-ce pas, la grande Julia, eh bien, qui a écrit « Je me voyage », il a été, au fond, comme tant d'autres écrivains, un grand voyageur et à rebours de Baudelaire. Ce n'est pas amer souvenir celui qu'on tire du voyage, non, c'était joyeux souvenir, n'est-ce pas, que celui qu'on tire du voyage. Donc, dans ce merveilleux dictionnaire amoureux de Venise, que nous dit-il? D'abord, qu'au fond, il ne faut pas oublier Venise, comme nous l'avait proposé notre ami le cher Régis, n'est-ce pas, parce qu'en vérité, Venise est une des capitales, ou sinon la capitale culturelle de l'Europe, des arts, et comme Proust l'a compris, et qu'il y a quelque chose qui nous empêche, n'est-ce pas, de rejoindre Venise, ce qu'il appelle la Venise intérieure. Ce n'est pas la Venise de beauté, parce qu'en fait, celle-ci est toujours, au fond, pour l'atteindre, il faut dépasser la mondanité, les passions de la mondanité. Mais Venise n'est pas ce qu'on croit. Voilà ce que nous dit ici Solers. Elle n'est pas simplement l'astre, n'est-ce pas, la déesse du beau, de la religion de la beauté, mais elle est autre chose, n'est-ce pas? Elle est autre chose. C'est que, en fait, eh bien, il ne faut pas réduire, au fond, l'art de Venise à, au fond, un pur et simple esthétisme, et ça ne sature pas, dit-il, la question métaphysique. Il y a quelque chose à quoi Venise nous ouvre, et donc quel est son esprit? Quel est, au fond, l'esprit du Proust de la recherche du temps perdu? Quel est, dit-il, donc, notre esprit? Eh bien, sa conclusion est quand même extrêmement intéressante et inattendue, n'est-ce pas, originale. C'est, dit-il, au fond, celui de la mère juive de Proust, bref, d'insignifiants juifs oubliés dans la recherche du bonheur, qui a été, au fond, la première recherche des républiques démocratiques. Alors, c'est très intéressant, parce que si nous revenons à notre époque, et au fond, à ce que nous traversons aujourd'hui, c'est-à-dire la crise de la démocratie, eh bien, avec le déchaînement de la violence, la perte de confiance dans les élites, au sein du monde européen et occidental, on peut se poser la question de ce qui nous a manqué. Et si on se retourne sur l'esprit de l'époque, sa vie culturelle, notamment en philosophie, là je me tourne vers vous, cher Alexandre, pour vous poser la question, eh bien, au fond, nous avons assisté à quoi dans l'esprit du monde dans le 2e, 20e siècle, successivement au règne de l'existentialisme, de Sartre jusqu'à Heidegger, ensuite du structuralisme, le retour en France de la phénoménologie avec Paul Ricoeur et Lévinas, de grands esprits, mais et surtout l'invasion extraordinaire de la philosophie allemande, et beaucoup plus tardivement et marginalement d'un intérêt pour la philosophie politique classique et l'âge classique. Et qui conduit en fait, si vous voulez, non seulement à la critique du communisme, mais à l'ouverture normalement vers une troisième voie qu'incarnait Philippe Solers, nous l'avons dit la dernière fois, un effort de conciliation au-delà des guerres civiles. Mais aujourd'hui, et chez Philippe Solers, c'est la réconciliation dont vous avez parlé tous les deux, de la lumière et de la foi, du grand large et de la France. Mais alors aujourd'hui, voilà, je me tourne vers vous, Alexandre. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a été oublié dans ce grand mouvement qui a d'ailleurs abouti à la remise en cause vraiment totale, n'est-ce pas, du communisme de type soviétique, n'est-ce pas? Ça, il a été critiqué et ô combien. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été oublié, c'est-à-dire finalement la critique de la révolution conservatrice, parce qu'elle est là à notre porte? Qu'en pensez-vous, Alexandre? Alors, que la révolution conservatrice soit à notre porte, c'est peut-être un effet du moment. Je pense qu'en réalité, dans le reste de l'Europe, en particulier en Allemagne, il n'y a pas de véritable menace de ce genre, mais la France est évidemment tout à fait menacée. On a vu les scores que Marine Le Pen, qui par ailleurs est une personne tout à fait honorable dans certains domaines, et qui a fait beaucoup pour essayer
de se débarrasser de la malédiction que son père, au fond, lui a transmise. Mais elle représente bien au-delà d'elle-même, et même de ses audaces réelles et de son honnêteté foncière. Elle représente une menace évidente pour la France et une menace de déclassement. Il suffit que Marine Le Pen se fasse élire, et c'est tout à fait possible, et c'est la guerre civile, c'est la chute de la France, c'est une tombée vers le Tartare, comme on disait dans l'Antiquité grecque. Donc la menace est tout à fait réelle, vous avez parfaitement raison. Et la seule chose qui peut la conjurer, outre la prudence bien connue, les Français ont un peu peur de ce qu'on va dire d'eux, ils ont peur évidemment de l'appauvrissement qui va apparaître tout de suite, de leur effacement complet sur la scène européenne, alors qu'ils ont fait tant dans certains domaines pour y accéder de nouveau. Eh bien, pour toutes ces raisons de bon sens, je pense qu'effectivement, ça n'ira pas tout à fait jusque-là. Mais on n'en sait rien. Et un accident est vite arrivé. Or, il se trouve que la France a des atouts très importants. Un atout très important qui est d'abord sa science. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes en train de revenir vers la Lune, et dans des conditions bien meilleures que la première fois, puisque l'Amérique était totalement dominante, elle ne l'est plus. Et aujourd'hui, qui aujourd'hui va piloter la fusée c'est la fusée Ariane, c'est la France, bien entendu, avec les moyens matériels allemands, avec un certain nombre d'autres choses, et avec le savoir-faire russe, qui s'est sorti du stalinisme, lui aussi, par cette ambition spatiale. Donc nous sommes en train peut-être de refaire l'Europe comme cela. Enfin, rien n'est fait, et sans une véritable mutation spirituelle qui, je le dis sans aucune forfanterie, est très proche de tout ce que vous avez fait depuis des années et pas toujours compris sur la puissance de la démocratie, son importance, sa valeur immédiate. S'il n'y a pas cette espèce de compréhension de révolution culturelle française, qui fut celle aussi de Savonarole à Florence, eh ben non, il n'y aura pas. Non. Je vous abandonne Savonarole. Et bon, alors je voudrais savoir si on entend notre ami François Guéry. Cher François, je veux vous poser la question suivante parce que, en vérité, au fond, la fin d'une époque, on la voit par exemple dans la montée de la violence, du culte de la force, l'épisode absolument lamentable, n'est-ce pas, de s'en prendre à un neveu du président de la République parce qu'on n'est pas d'accord avec sa politique, s'en prendre physiquement, le tabasser. Enfin bon, mais ça, ce n'est qu'une des violences ignobles, n'est-ce pas, auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous, François, vous, dans un livre que nous aimons tous et que nous saluons, La force des faibles, vous montrez que, au fond, ce culte de la force est absolument contraire au courant de la vie et à l'évolution de la vie. Mais est-ce que, en disant cela, nous ne rompons pas avec, au fond, tous les malheurs, les grandes catastrophes du XXe siècle? Parce qu'il y a eu ce culte de la violence. Et là où il existe, il est résiduel et il n'a pas été extirpé. Je parle évidemment de sa représentation intellectuelle. Qu'en pensez-vous, François? Oui, certainement. Alors, le point sur lequel je pense que le livre que vous évoquez a changé la vision de ce culte de la force, de cette bonne conscience de la force, c'est que lorsqu'une politique de la force cherche à s'imposer, elle se réclame de la nature. Et elle dit qu'une culture qu'elle attaque avec violence, est contre nature. Or, j'ai quand même, je crois, montré, avec en particulier l'exemple du mammifère, de la protection du plus faible, etc., que la nature ne donne pas cette leçon, mais au contraire, une leçon de concorde, de coopération, de solidarité. Donc je pense que sur ce point-là, le culte de la force trouve ses limites. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, je voudrais évoquer quand même ce qu'il a été là depuis tout à l'heure, et plus même avec Philippe Solers. Qu'est-ce qu'on fait quand la réalité, la vie sociale, la vie politique deviennent comme un cauchemar? Oui. Parce que nous nous trouvons devant un cauchemar qui se concrétise, enfin comme un gros nuage noir qui vient de l'horizon et qui finit par nous exploser à la figure en forme de pluie, de grêle, de vent, etc. Alors je voudrais évoquer une autre figure très vite, bien sûr, c'est celle de Bulgakov.
il a connu la guerre civile, la violence après 1917. Il a écrit Le Maître et Marguerite et Cœur de chien, qui sont des fictions où précisément le cauchemar est en quelque sorte concrétisé. Mais comme cette fiction donne le cauchemar concrétisé sous un mode fictif, il l'irréalise. Et je crois que cette façon de traiter une réalité en recourant à son contraire, qui est l'irréalité, a quelque chose de, je dirais presque de réjouissant, puisque la lecture de Bulgakov, par exemple, continue à être une réjouissance alors qu'il évoque une époque atroce. Ouais, merci beaucoup. Je demanderai à notre ami Alexandre ce qu'il en pense. Ben, juste un apologue. Dans un de ses premiers livres, les récits d'un jeune médecin, Bulgakov raconte ses expériences de jeune médecin à la campagne avec les maladies, oui, les vies sauvées, les vies gâchées, etc. Un seul mot de politique dit je suis arrivé dans cette campagne en octobre 1917. C'est-à-dire pour dire voilà, il y a eu la révolution d'octobre, mais pour moi la révolution d'octobre, c'est les récits du jeune médecin. Et en disant que voilà, finalement... C'est du Solers, en effet. Mais oui, oui. La vie, la médecine, les tragédies personnelles, oui, c'est infiniment plus grand que tout le baratin, oui, qui a conduit à la Révolution d'octobre. Oui, aujourd'hui, les Russes en sont là. Oui, très bon. En tout cas, très bon relais pour poser la question à notre ami, le docteur David. Et vous, docteur, qu'en pensez-vous? Est-ce que la vie... va se relever et triompher de notre crise actuelle et de ce congé, au fond, qui peut-être pas donné comme il se devrait à l'époque qui précède. On vous écoute, chère Marielle. Alors, je pense qu'on ne peut que le souhaiter. Maintenant, ceci étant dit, le XXe siècle nous a montré qu'il y a des périodes de guerre terribles et il ne faut pas se faire d'illusions. On peut aussi arriver à un moment qu'il faudra traverser de guerre. Oui. Mais c'est sûr que la civilisation se relèvera. Je voudrais revenir sur oui, l'originalité du texte de Solers. Oui, sur Venise. Cette question des mères, presque des poupées russes, quoi, qui rentrent l'une dans l'autre. C'est une idée très originale. Pourquoi? Parce que du temps de Solers, à la fin du XXe siècle, on considérait que le symbolique avait beaucoup plus à voir avec le père. Oui. Or là, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, il nous parle d'un symbolique qui est du côté des mères. Oui. Du côté de ces femmes qui engendrent. Oui. Et c'est peut-être très intéressant pour l'époque moderne, où la question du père est très critiquée. Marielle, je vous remercie beaucoup de cette observation parce qu'elle est parfaitement consonante avec le fait que Philippe Solers, comme dans d'autres domaines, a été véritablement visionnaire pour ce qui concerne la place des femmes dans la société. Alors évidemment, son roman Femmes, qui a été également critiqué, mais il n'a cessé, Philippe Solers, de dire que, au fond, je ne dirais pas que la femme est l'avenir de l'homme, comme l'avait dit Aragon, mais que la femme joue un rôle, doit jouer un rôle et jouera un rôle de plus en plus important. Et il est un des rares grands intellectuels à avoir affirmé ça à son époque. Alors, en ce sens, il est d'une certaine façon un honorable successeur de Sartre, mais il est au fond assez original. Qu'en pensez-vous C'est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de modernité chez Solers qui sont inaltérables et qui resteront là aussi, mais j'aimerais quand même qu'on reste sur le texte, parce qu'il est passionnant. Allez-y. Il est passionnant philosophiquement, je veux dire. Vous disiez, au fond, est-ce qu'on va sortir de cette crise, qui est une crise multiforme, qui n'est pas réductible, je crois, à une crise de la démocratie française. Ça serait absurde, c'est une crise de civilisation, c'est le nihilisme civilisationnel qui l'emporte, dans une partie des élites, par parenthèse, et qui donc rend aussi les élites détestables à une partie du peuple, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. Mais donc, au fond, Solers nous donne peut-être
comment dire, une sorte de pharmacone, de médicament contre le nihilisme. Il pense, et c'est son point de vue d'artiste qui m'intéresse, il pense qu'au fond, c'est les passions, mondanité, snobisme, cruauté, manie sexuelle, mensonge, envie, jalousie qui nous détournent de l'essentiel. C'est-à-dire, au fond, d'un commerce avec nous-mêmes qui rétablirait l'équilibre, si vous voulez, l'équilibre du monde. C'est le tikkun, au fond, c'est une idée proche de celle du tikkun. Mais je pense que nous pouvons lui objecter quelque chose. D'ailleurs, le mot n'a pas été prononcé jusqu'à maintenant, c'est très symptomatique. J'avais eu de nombreuses conversations avec lui, je l'aimais beaucoup, comme vous. C'est la République. Qu'est-ce qui nous permet de sortir peut-être potentiellement de la crise? Et je ne suis pas en train de faire mon boy scout républicaniste. C'est la République. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas penser la sortie de la crise de la civilisation uniquement sur le mode individuel de l'artiste. Sinon, nous renonçons définitivement au commun, ou nous laissons le commun se vaporiser dans l'imaginaire. Or, il y a du commun, il y a des réalités politiques, si vous voulez, qui sont à penser, et je pense qu'il faut penser les deux, c'est-à-dire, grâce à Solers, ce fort intérieur, comme disait BHL dans son livre Le Testament de Dieu, ce fort intérieur sur lequel je peux reconstruire une idée du monde valide et habitable, mais aussi la nécessité de revenir au commun républicain. Et là, nous sommes cernés de toutes parts par les nihilismes, et ils ne sont pas réductibles, malheureusement, chère Blandine, aux extrémismes que vous avez à juste raison pointés. Alors, si vous me permettez d'engager une petite discussion avec vous, que je trouve évidemment fondamentale. D'abord, évidemment, bien sûr, rien n'est plus important, et je me lamente tous les jours que nous soyons si peu nombreux dans un pays comme la France, trop peu nombreux à s'intéresser à la généalogie des républiques démocratiques et à défendre les républiques démocratiques. Mais, si vous voulez, quand même, je crois que Solers a apporté quelque chose qui n'est pas réductible au fait qu'il s'intéressait peu ou qu'il critiquait la Troisième République. Il nous a apporté une vision, une conception de ce qu'a été le XXe siècle, dont il était vraiment quelqu'un de très important. Or, au fond, quand on parle du XXe siècle, on n'a qu'à voir les films qu'on fait à la télévision, on parle des guerres, n'est-ce pas, de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, et uniquement, si vous voulez, des grandes crises politiques, et on ne parle pas de ce qu'a été l'après-guerre, en particulier dans le monde occidental, en Europe, la paix qui nous a donné le bonheur. Et c'est ça qui est, si vous voulez, cette espèce de faconde joyeuse, charmante, pleine d'humour, qui est, au fond, qui était la personnalité de Philippe Solers. Là, et qui est le cœur de la civilisation. Oui, qui est le cœur de la civilisation. Ça, c'est ça qu'on oublie. Et donc, si on oublie que la République, c'est ça qu'elle apporte, comme l'avait dit Saint-Just, d'ailleurs. C'est pas que cela, mais non, enfin... Mais elle apporte... bien sûr que ce n'est pas que ça, mais quand même, que c'est le droit à la recherche du bonheur, comme il est écrit dans la Déclaration d'indépendance américaine, ou comme l'avait dit Saint-Just en France. C'est une idée nouvelle. Ça, si vous voulez, personne ne l'a relevé avec autant d'application, de ténacité que Philippe Solers. Et du coup, vous voyez, moi, je pense qu'il faut porter... comme lui, un autre regard, je ne parle pas du monde d'aujourd'hui, de ce que nous devons faire, de ce qu'a été le XXe siècle, et en regard, et là je vous suis tout à fait, de ce qu'a manqué à la génération qui nous précède. Car qu'est-ce que la génération qui nous précède, au fond, a fait beaucoup de choses, en particulier elle a réouvert la littérature, elle a réuni la littérature et les sciences, elle a, en particulier dans l'épisode structuraliste, n'est-ce pas, qui a tellement compté pour tel quel, mais elle a donc réouvert, là vous aussi, cher Alexis, vous me déconcentrez, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Eh bien, elle n'a pas vu, au fond, elle n'a pas critiqué ce qui fait obstacle à cette République que vous appelez de vos voeux. Et en particulier, elle ne s'est pas débarrassée de la philosophie de la catastrophe du monde germanique, puisque celle-ci est encore toute puissante, aussi bien à gauche qu'à droite. Bon, Alexandre, vous voulez dire quelque chose? Excusez-moi. Non, mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que le peuple qui aujourd'hui a véritablement tourné la page, c'est l'Allemagne, précisément parce qu'elle est réunifiée, parce qu'elle n'a plus d'ambition politique et qu'elle a finalement jeté un regard, étant donné l'ampleur absolument insurmontable des crimes qui ont été commis au nom du peuple allemand et par le peuple allemand pendant la guerre mondiale. Finalement, elle a tourné la page. Et elle a vraiment tourné, même sur des programmes comme l'immigration, l'intégration des minorités, etc. La France et l'Angleterre, qui ont été bien meilleurs en tant qu'entité spirituelle, eh ben, ne sont pas sortis. Il y a toujours le spectre de la guerre d'Algérie, des guerres civiles, la
la société de caste en Angleterre qui reste encore ce qu'elle est. Oui. Bref, on voit bien que les malheurs de l'Angleterre et de la France sont supérieurs à ceux de l'Allemagne aujourd'hui dans ce triptyque européen. C'est très étonnant, mais c'est ainsi. Bon, mais ce ne sera pas le mot de la fin, parce que c'est une réflexion qui n'est pas terminée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui nous aura permis, n'est-ce pas, de saluer une belle figure. Et c'est pour ça que les films, les films britanniques nous fascinent tant, parce qu'ils parlent aussi de nous. Et c'est pour cela aussi qu'il nous manquera longtemps, à tous. Et de dire à notre amie Julia Kristeva, n'est-ce pas, que nous aimons tous, combien nous sommes tristes avec elle, mais en même temps, grâce au fond à ce que nous pouvons évoquer à partir de Philippe Solers, on peut peut-être se tourner maintenant vers cette nouvelle époque de façon, au fond, plus résolue. Et, parce que vous savez, on ne peut se séparer que de ce qu'on a eu. On peut couper avec ce qu'on a reçu, mais qui n'est pas simplement un manque. Et voilà. Et nous avons l'œuvre de Julia Kristeva qui, elle, est toujours là. Parfaitement. Et qui est toujours aussi essentielle. Parfaitement. Voilà. Bon, merci à vous.